Bonjour, bonjour à tous. Très heureux de vous revoir à l'occasion de ces webinaires ETIAS. Aujourd'hui, le sujet, c'est la prévention et les moyens, les nouveaux moyens de mobilité. Un sujet fort d'actualité puisque, comme vous le savez, et comme je vais le signaler dans quelques instants, ces nouveaux moyens de mobilité sont en forte croissance dans notre pays et même au sein des risques assurés chez ETIAS. Aujourd'hui, notre présentateur, si vous avez suivi le football régional il y a quelques années, vous le connaissez, c'est Monsieur Pierre-Yves Lescalier, qui est ingénieur et qui est au service prévention chez ETIAS depuis de nombreuses années. Auparavant, il a occupé des fonctions de souscripteur, principalement dans les branches techniques. Euh, Si vous avez des questions au cours de l'exposé, vous ne pourrez pas nous parler malheureusement, donc ça reste une utilisation des questions via la fonction chat de l'outil Teams que nous utilisons ici. Alors, en guise d'introduction, et après avoir présenté mon éminent collègue, peut-être quelques chiffres qui vont vous permettre de placer le concept de la prévention des nouveaux moyens de mobilité. Savez-vous qu'en Belgique, en matière de véhicules électriques ou de véhicules hybrides, nous avons connu une croissance de 2,2% sur le marché belge entre 2019 et 2020. D'autre part, comme je vous le disais il y a un instant, ETIAS assure de plus en plus souvent ce type de véhicule, y compris certains 100% autonomes. Voilà. En matière de vélo électrique, et non plus ici de voiture, en matière de vélo électrique, il y a une croissance phénoménale. Comme vous le savez, les journaux ont relayé très souvent et dans la presse, on relatait la pénurie dans les magasins de vélos. Donc, une augmentation de plus de 18% de vélos sur le marché belge de vélos électriques. Et là également, nous assurons ETIAS ce type d'engin via deux nouveaux produits, Bike and More et Mobility and More, ce dernier ayant été élu produit innovant par le DKV 2021, tout dernièrement. Ces différentes modifications de fond engendrent des risques importants, des risques accrus, parfois très graves, comme mon collègue va vous le montrer dans quelques instants. À ce titre-là, donc notre service prévention, très actif dans ce domaine, à la pointe dans tout ce qui est nouveau notamment, va vous donner des conseils pour mieux gérer ces évolutions. Et je dois terminer en signalant que le service prévention ETIAS a obtenu, à juste titre, le titre 2021 de service prévention de l'année, toujours par DKV. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Pierre-Yves en vous rappelant que d'utiliser la fonction chat pour poser toutes les questions. Nous y reviendrons à la fin de l'exposé. Bon webinaire, à très bientôt. Bonjour à tous et merci d'être présents. Donc ici, pendant cette présentation, on va parler donc des nouveaux moyens de mobilité. Quand on pense nouvelle mobilité, on pense aux véhicules électriques. Derrière le terme véhicule électrique, dans cette présentation, on va penser aux voitures, mais aussi aux vélos et tout autre engin de mobilité douce, tels que Segway, Overboard, trottinettes et autres skateboards électriques, parce qu'il y a toute une déclinaison de ces moyens de mobilité. Donc, en tant que compagnie d'assurance, ben, vous devez vous en douter, on apporte une attention toute particulière à ces nouveaux risques induits dans vos établissements, parce qu'il est clair qu'à un moment donné, on se rend compte que la charge de ces batteries peut amener à des sinistres très graves. Maintenant, pour vous rassurer, on ne constate pas encore pour le moment une recrudescence de sinistres de ce type. Donc, il n'y a pas vraiment de statistiques établies à ce moment parce que, comme c'est des nouveaux risques, ce n'est que du ressenti et c'est lié en fait à des cas qui arrivent au jour le jour. Donc, dans cet exposé, nous aborderons les risques spécifiques à la voiture électrique, mais également les risques au niveau des batteries des autres types de véhicules électriques que je viens de présenter. Donc, pour faire simple, et un simple rappel, mais je pense que maintenant tout le monde est un peu au fait des choses, il y a trois types de voitures électriques. La voiture hybride, où en fait il y a un moteur thermique, un moteur électrique avec une petite batterie
et cette batterie, on ne sait pas la recharger sur secteur, elle se recharge simplement quand on roule par le mouvement des roues et également par l'énergie récupérée lors des freinages. On a le plug-in hybride, là ce sont un moteur électrique déjà un peu plus important avec une batterie de plus grosse capacité qu'on peut recharger sur une prise secteur chez soi ou également sur des bornes de rechargement qu'on trouve maintenant dans des stations essence classiques ou spécifiques ou des bornes de rechargement dans les parkings publics. Nous avons également le troisième type qui sont les voitures 100% électriques qui, elles, n'ont plus qu'un moteur électrique et avec un compartiment batterie de très grande taille pour avoir une autonomie de plus en plus grande. Donc, cette capacité de batterie est en augmentation permanente pour permettre d'avoir, certains véhicules permettent 400 km sur l'autoroute, ce qui permet déjà d'évoluer ici en Belgique sans trop de difficultés. Donc, la batterie de la voiture électrique, il y en a de plusieurs types. Historiquement, il y avait la nickel métal hydrure, NIMH, qui équipait les premiers véhicules hybrides qui sont arrivés sur le marché. Les nouveaux véhicules qui sont actuellement sur le marché que vous allez chercher en concession sont tous équipés de batteries lithium-ion. Donc, on les retrouve sur les hybrides, plug-in hybrides et full électriques. Viennent maintenant également les batteries lithium-fer-phosphate, qui sont des batteries qui existaient déjà, qui sont plus chères à la fabrication, mais qui sont beaucoup plus stables. Quand je dis plus stable, le phénomène qu'on va expliquer tout à l'heure, qui est l'emballement thermique, n'existe pas vraiment avec ce genre de batterie. Donc, c'est peut-être l'avenir parce que certaines marques sont en train d'équiper certains véhicules, mais qui ne sont pas encore sur le marché, mais c'est imminent avec ce genre de batterie. Vous voyez ici sur la photo, le compartiment batterie est très important et se trouve sous le bas de caisse du véhicule. Pour éviter que ce compartiment subisse des chocs, lorsqu'on roule, qu'on prend un objet qui traîne sur la route ou tout simplement lors d'accidents ou de heurts d'un potelet lors d'une manœuvre, il y a une plaque métallique de 6 mm qui la protège. L'histoire nous raconte que quand vous roulez à 120 km/h et que vous prenez une barre métallique sur l'autoroute, vous roulez sur une barre métallique, l'impact de la barre sur la tôle fait que cette tôle est perforée. Donc ça c'est déjà vérifié. Donc, ça va créer des problèmes à la batterie. Une chose qui est avantageuse pour les voitures électriques, c'est en raison du poids et de l'emplacement de la batterie, le centre de gravité étant beaucoup plus bas, la tenue de route est bien meilleure avec un véhicule électrique qu'avec un véhicule classique thermique comme on connaît actuellement. Voilà un peu par rapport aux batteries lithium-ion. Vous voyez sur la droite la petite pile, qui est comme une pile qu'on appelle communément crayon, qui est une pile AA. Les batteries de véhicules électriques en sont truffées. Donc, elles sont regroupées en modules et en blocs et ça crée une batterie. Ce type d'élément contient un électrolyte inflammable qui est très problématique parce que quand il va s'échauffer, il va dégager des gaz forcément inflammables qui peuvent engendrer un incendie et des explosions. Ce type de batterie, on les retrouve dans tous nos appareils portables actuels. C'est quelque chose qui s'est vraiment généralisé. Donc, mais forcément, le risque avec un téléphone portable, tout le monde a déjà peut-être eu des retours qu'une batterie brûle et des gens ont été brûlés parce qu'ils avaient le téléphone dans leur poche, ainsi de suite. Mais forcément, la quantité d'électrolyte est beaucoup plus faible dans une petite batterie de téléphone que dans le grand compartiment batterie que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc la capacité d'une batterie dépend du nombre de cellules. Vous avez ici un tableau, par exemple, si on prend une capacité de batterie de 60 kWh, vous verrez ici dans le tableau qu'il y a 5376 cellules. Retenez bien plus ou moins ce chiffre parce qu'une cellule elle-même, c'est comme quand on va voir par la suite, quand il y a le départ d'incendie avec une micro-explosion, c'est comme si vous lanciez une fusée. Donc, il y a dans le compartiment, c'est 5376 petites fusées qui pourraient exploser. Donc, voilà. Et alors, si on regarde la Tesla ici, c'est 200 kWh.
Vous voyez qu'une 100 kWh, c'est 8256 cellules. Vous savez facilement transposer pour vous rendre compte du beau feu d'artifice que ça peut engendrer. Donc la batterie lithium-ion, elle fonctionne à des températures normales. À partir de 30 degrés, les performances diminuent. Ça veut dire que si elle est soumise à des températures élevées pendant de longues durées, la durée de vie de la batterie va être plus courte. Alors, des accélérations trop rapides et des freinages trop importants entraînent une surchauffe locale de la batterie. C'est très simple à comprendre. Quand on accélère très fort et très rapidement, on demande beaucoup d'énergie qui arrive au moteur. Donc la batterie, il y a une grosse excitation entre les pôles positifs et les pôles négatifs dans la batterie. Ça crée un échauffement. Voilà, et le freinage, pareil. Pourquoi? Parce que la batterie réemmagasine l'énergie du freinage et qui est remise en électricité dans ses cellules. Donc c'est à sens contraire. Il faut savoir que dans une batterie, c'est de la haute tension et que la batterie, c'est du courant continu qu'il y a dedans. Du courant continu, c'est pas ce qu'on a à la maison, on a du courant alternatif. Un courant continu, c'est un courant qui à basse intensité est souvent mortel. Donc c'est quelque chose à ne pas perdre de vue. Alors, le risque incendie est plus élevé qu'avec d'autres batteries. Pourquoi? Parce que si on a un choc sur un élément de batterie, une surcharge lors du rechargement ou lors d'un remorquage, on crée la réaction chimique. Et quand la réaction chimique est en route, on peut parler d'emballement thermique et on y reviendra tout à l'heure. La température critique, ça c'est important, est de 70 degrés. Si les éléments internes de la batterie, ce n'est pas l'extérieur de votre voiture, la carrosserie, mais si en interne, on dépasse les 70 et qu'on arrive à 80 degrés, il y a un risque potentiel d'incendie. Donc, c'est quelque chose à ne pas perdre de vue. Si on a des véhicules électriques dans des parkings souterrains, mais même que ce n'est pas le véhicule électrique qui prend feu, le fait d'avoir ces véhicules à l'intérieur des bâtiments est un problème en soi, parce que l'emballement thermique peut démarrer simplement parce que le véhicule se retrouve au milieu de fumées d'un incendie qui sont dans les 200, 300, 400 degrés, voire plus. Je vais vous passer une petite vidéo que tout le monde a certainement déjà eu l'occasion de voir. Le véhicule est ici, c'est la Tesla blanche. Vous allez... 6号吧，6号就是充电桩吧？不是，就其实初次上图了，初次上图了啊。Je vais arrêter le son. Quand ça a démarré, vous avez vu une grosse boule de feu. D'abord, le nuage de gaz s'est mis partout. Et puis, alors, c'est une combustion de proche en proche très rapide. C'est ça le phénomène d'explosion. Et puis, on revient à un incendie classique. Et puis, on va avoir d'autres parties de cellules qui vont exploser, mais ça ne sera jamais autant que la première boule de feu, parce que tout dégagement après de gaz inflammable sera brûlé quasi instantanément parce que la source de flamme est déjà présente. Donc, le thermal runaway, l'emballement thermique, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction chimique. Exothermique, ça veut dire qu'il dégage énormément de chaleur rapidement. Donc, il y a cette augmentation de température dans la cellule. Donc, l'électrolyte est liquide. L'augmentation le fait passer à l'état de gaz. Quand dans une cellule fermée métallique comme ça, on passe en gaz, il y a une augmentation de volume. Il y a cette énergie, il y a cette pression, cette augmentation de pression qui, à un moment donné, doit être libérée. Donc, elle est libérée, soit la cellule se déchire, soit il y a quand même des évents de sécurité qui libèrent ce gaz. Mais ce gaz, comme je l'ai dit, est inflammable. Je ne vais pas m'amuser à vous raconter toute l'histoire qui est ici. Vous aurez les slides si ça vous intéresse de suivre le cheminement. Mais en fait, c'est une réaction successive des éléments qui à chaque fois recrée de la chaleur, qui fait fondre l'intérieur dans la pile. Donc, si vous voulez, entre les pôles positifs et les pôles négatifs dans une cellule de batterie, vous avez un séparateur. Quand ce séparateur fond, c'est là que le court-circuit interne se fait parce que le pôle positif touche le pôle négatif et le phénomène est vraiment enclenché. Alors, qu'est-ce qui crée l'explosion et l'incendie? C'est que ces réactions chimiques, elles créent aussi bien des gaz inflammables, des gaz toxiques et de l'oxygène. Voilà. En résumé, l'augmentation de la température dans une cellule due à une cause interne ou externe, c'est lié à ça. Donc, elle vient d'une cause peut-être externe dont j'ai parlé, un incendie
dans un bâtiment où la cause interne, c'est lié à des chocs ou des problèmes. On reviendra à toutes les causes, je les détaillerai par la suite. L'augmentation de la température des réactions chimiques internes, la cellule fond, formation de gaz inflammables et d'oxygène. Et alors, ce qui se passe, vous comprendrez bien avec ici le schéma, ben, les cellules sont toutes côte à côte. Donc, si j'en ai une qui part en réaction chimique, ben, elle va s'échauffer. Donc, la température de la suivante va atteindre sa température critique. Donc, automatiquement, elle va commencer, elle aussi, sa réaction. Et ainsi de suite. Et d'un module à l'autre, tout va se passer. Vous verrez ici, dans l'autre image, dans le coin supérieur de l'écran, vous voyez une cellule qui est en combustion. Donc, le gaz est sorti et le gaz brûle. Vous avez la flamme. Donc, c'est ça que je dis que c'est comme si vous achetiez des feux d'artifice à X shots. Les shots, le nombre de shots, c'est le nombre de cellules. Et donc, ça peut s'arrêter. Vous voyez ici que l'incendie n'a pas été vraiment partout. À un moment donné, ça s'est arrêté. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'on a refroidi la batterie. C'est la seule possibilité de ralentir et de stopper définitivement l'emballement thermique, c'est de le refroidir. Et c'est pour ça que les pompiers immergent les véhicules dans de l'eau, parce que l'eau étant à température ambiante, ben, les éléments de batterie sont remis à une température inférieure à leur température critique et l'emballement thermique ne sait pas continuer vers les autres cellules. Donc, à un moment donné, ça s'arrête. Ici, ben, le principe de l'incendie, je l'ai déjà dit, mais comme ça, je vais quand même vous le réexpliquer. Donc, le gaz créé va s'échapper par les vents, une fissure dans le boîtier, et ce mélange gaz inflammable et toxique quitte la batterie et se propage dans la zone autour du véhicule. C'est ce qu'on a vu sur la vidéo, le grand nuage blanc. Et puis, ben, il manque plus que la source d'inflammation, c'est ça. La batterie est allumée, donc elle est chaude, et donc automatiquement, cette source de chaleur, elle est présente. Alors, une chose à ne pas perdre de vue, c'est que quand dans le panache blanc, vous voyez ça, il est temps de partir. Ça ne sert à rien d'essayer de sauver son véhicule, c'est trop tard. Les gaz qui sont dégagés par cet électrolyte sont très toxiques et créent des dommages neurologiques irréversibles. Donc, les personnes qui doivent intervenir sur ce genre de véhicule doivent être équipées de masques autonomes. Donc, sans ça, ce n'est pas vraiment envisageable d'aller. Je voulais vous relater un sinistre qui s'est passé réellement. Donc, une e-Golf stationnée sur un parking extérieur devant un restaurant était en charge. Une fumée s'échappe du bas du véhicule, incendie, la boule de feu la première, et puis on appelle les pompiers. Les pompiers arrivent, coupent les flammes en arrosant, refroidissent le bas de caisse au maximum et appellent un dépanneur. Le dépanneur transporte la voiture sur un plateau chez le concessionnaire. Là-bas, la concession est fermée parce qu'on est hors des heures d'ouverture. Il dépose, comme il ferait avec un véhicule classique, sur une des places de parking extérieures, entre d'autres véhicules, et puis il s'en va. Et pendant la nuit, que se passe-t-il? L'emballement thermique reprend. Et à partir de 6 heures du matin, et à 8 heures, lors de l'arrivée du personnel, il y avait 7 véhicules incendiés en perte totale, 6 plus e-Golf. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, il faut avoir conscience qu'un tel véhicule, si j'ai pris un choc sur la batterie, qu'il y a eu un départ d'incendie même maîtrisé, il faut après l'isoler. C'est très, très important parce que sinon, ça peut avoir un sinistre en cascade si on n'a pas pris la peine. Mais depuis ce genre de sinistre, tous les dépanneurs savent bien qu'on ne doit plus déposer un véhicule comme ça. Donc, tout évolue et les retours d'expérience font que il y a plus de prudence pour le moment. Les causes de l'emballement thermique. Donc, l'erreur de conception ou de construction de la batterie, c'est possible. D'ailleurs, on remarque dans la sinistralité ici en Belgique, il y a eu une BMW, une Tesla dans les 3-4 premières semaines, elles ont brûlé. Donc, c'est vraiment lié à un problème de conception de batterie qui était déjà défectueuse à l'origine. On peut avoir un problème d'étanchéité de la batterie. On sait bien que de l'eau sur de l'électricité, ça crée des courts-circuits. La surcharge pendant la charge. Donc, votre véhicule électrique a en interne ce qu'on appelle le Battery Management System qui surveille toutes les cellules de la batterie. Mais néanmoins, on pourrait avoir une surcharge pendant la charge si ce système électronique est défectueux. C'est tout à fait envisageable. Des courants excessifs lors de la charge,
Donc, des surtensions sur réseau, des choses ainsi peuvent créer un problème. La mauvaise utilisation de la batterie, les dommages mécaniques après impact. Donc ça, c'est très important de savoir qu'après une collision, objet sur la route, ce que j'ai parlé dès le départ, il faut faire vérifier son véhicule. Les dommages au battery management system, j'en ai parlé, après des chocs, c'est envisageable aussi. Si on a eu un accident, ben, peut-être que le choc est allé sur le capot et à l'avant et que le système a été endommagé. Surcharge pendant le remorquage, j'expliquerai tout à l'heure. Les sources de chaleur externe, j'en ai déjà suffisamment parlé. La prévention de l'emballement thermique. Donc, les constructeurs, eux, disent, bah oui, avec le battery management system, il n'y a pas de souci. Chaque cellule est surveillée en tension, en charge, en température, et automatiquement, le courant est interrompu au moindre écart par rapport à ces valeurs qui sont surveillées. Mais l'emballement thermique est plus rapide. Donc, des fois, le battery management system coupe en retard. Donc, ça, c'est à ne pas perdre de vue. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste vraiment parce que trop de personnes, voilà, on est pressé, on est sur la route, je vais au travail avec mon véhicule, je prends un choc sur la route, je prends un casse-vitesse trop rapidement, je ne me tracasse pas, je viens me stationner dans le parking de mon institution à l'intérieur, sous un parking souterrain par exemple, et ce n'est pas la bonne manière de faire. Dès qu'on a des chocs, des collisions qui, on pense, pour endommager le compartiment batterie, il faut aller la vérifier. Quand on dit un expert, souvent c'est chez le concessionnaire où ils ont des mécaniciens certifiés haute tension pour travailler sur ce genre de véhicule. Il ne faut jamais laisser le véhicule à une température trop élevée pendant une période prolongée. Ça vous concerne moins, mais parce qu'il y a le risque d'emballement thermique. On a vu avec la température critique. Par exemple, en carrosserie, un véhicule électrique et hybride ne peut pas rester dans la cabine de peinture plus longtemps que 30 minutes à 80 degrés, 45 minutes à 60. Voilà, tout ça, au départ, lors de mes premières visites, il y a encore un an et demi, certains carrossiers n'étaient pas du tout au fait de la situation, et surtout chez les carrossiers privés. Les carrossiers de marque, par exemple dans les concessions, là, ils avaient des informations un peu plus précises de la marque qu'ils suivent. Ici, la zone de quarantaine. Clairement, à quoi elle sert? C'est un peu d'actualité, la quarantaine. C'était pour mettre un véhicule ayant des problèmes dans un de vos parkings, isolez-le dès que possible. Ça veut dire que dès qu'on a vu qu'un véhicule était à problème, on va l'isoler ailleurs. Chaque vendeur, concessionnaire, réparateur doit avoir au moins 2 zones de quarantaine. Si vous allez chez votre concessionnaire et que vous essayez de voir où elles sont, c'est pas sûr que vous allez les trouver parce qu'ils manquent tous de place, mais c'est la bonne manière de faire. Donc, quel type de véhicule mettons en quarantaine? Ça peut être pareil pour un vélo. C'est les véhicules accidentés, de problèmes de batterie lorsqu'ils voient que lors d'une recharge, ça ne recharge plus bien ou des choses ainsi, que la charge ne se fait plus correctement, c'est qu'il y a un problème latent. Donc, il faut isoler le véhicule pendant 4-5 jours. Et le but, c'est vraiment de prévenir les dommages collatéraux en cas d'incendie ou d'explosion du véhicule. Bon à savoir, un choc peut provoquer un court-circuit, un emballement thermique. Si un véhicule hybride ou électrique prend feu après un problème de batterie, cela entraîne automatiquement la perte totale du véhicule. Ça, c'est sûr et certain. Si de la fumée blanche sort de la batterie, l'emballement thermique a déjà démarré. Donc, je vous l'ai dit par rapport à la vidéo. Prenez vos jambes à votre cou, sortez, appelez les secours et ne jouez pas au héros. Ça, c'est ne pas tenter de sauver sa belle voiture électrique en se disant ou je vais quand même monter dedans, la sortir, comme ça il n'y aura pas de dommages aux autres véhicules. Je vais la mettre en quarantaine. Non, ne jouez pas au héros, ce n'est pas le but. La batterie, pour arrêter une batterie de véhicule classique électrique, il faut beaucoup d'eau. Donc, si on ne fait qu'arroser, il faut plus ou moins 40 000 litres d'eau. Si on l'immerge, forcément, ce sera le volume d'eau d'un conteneur. Aux Pays-Bas, des dépanneurs sont équipés de camions avec un conteneur qui a déjà rempli d'eau avec une bâche quand ils viennent sur
des sinistres de véhicules électriques, quand ils sont informés dès le départ que c'est un véhicule électrique, ils se déplacent directement avec ce type de camion. Ici en Belgique, ce n'est pas encore vraiment le cas. Il faut absolument que vous formiez le personnel sur les risques, la prévention et les mesures à prendre en cas de problème. Je ne parlerai pas ici d'extraction de ce genre de véhicule ou lorsqu'on arrive sur un accident avec un véhicule électrique. Sachez juste que comme il y a de l'électricité haute tension, lors d'un accident, la carrosserie pourrait être mise sous tension par la batterie. Donc, ne jamais toucher la carrosserie lors d'un accident. C'est le réflexe qu'on a. On va sur un accident, on veut sauver la personne, on se dit, on va ouvrir la voiture, essayer de voir. Non, vous prenez contact avec la personne qui est dans la voiture. Tant que vous ne voyez pas qu'il y a de la fumée qui vient, vous êtes en sécurité. Vous essayez de parler avec la personne à l'intérieur, si elle est consciente, pas consciente, et vous appelez les secours en donnant le maximum d'informations. Mais ne jamais, jamais toucher la carrosserie. Un test a montré que si une batterie est surchargée jusqu'à 140%, l'explosion provoquera une boule de feu d'environ 4 mètres. Et forcément, ça crée des dommages collatéraux. Donc, un véhicule à risque, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, doit être placé en quarantaine. Alors, le remorquage, on en a parlé tout à l'heure, lors d'un dépannage, comporte des risques. Lorsque les roues motrices tournent, cela produit de l'énergie et elle est emmagasinée dans la batterie sans être consommée. On va faire simple. Vous avez rechargé votre véhicule, il est quasi à 90% de sa capacité chargée et vous tombez en panne pour X raison. Vous dites, tiens, je vais appeler mon copain qui va venir me remorquer avec un petit câble qu'il a dans son véhicule pour éviter des frais. Et la personne commence à vous tirer. Ben, votre voiture commence à se recharger, mais elle était déjà quasi chargée. Donc, automatiquement, elle va aller en surcharge et rien n'empêche d'aller en surcharge. Et donc, on peut créer le phénomène d'emballement thermique lié à ce remorquage. Donc, les voitures électriques, parce qu'elles sont à 4 roues motrices, doivent être remorquées sur plateau par des professionnels. On va un peu aborder ici la localisation des zones de chargement parce que c'est important, je vais dire, un peu partout dans vos bâtiments, vous commencez à implanter ce genre de bornes de rechargement. Et comme ici en Belgique, il n'y a pas encore de législation en la matière, il y a un projet de texte dans le RGIE, qui est le Règlement général des installations électriques, mais qui ne parle pas de l'emplacement lui-même. Il parle simplement de la qualité de l'alimentation électrique des bornes. Voilà. Mais vu cette absence de législation, ETIAS a voulu un peu faire un travail de fond pour essayer déjà de baliser le terrain, pour pouvoir donner des conseils judicieux pour implanter ces bornes de chargement et surtout d'éviter d'avoir des problèmes sur la durée. Il faut savoir qu'une législation est en cours de rédaction et que celle-ci pourrait être même à certains points plus contraignante que certaines recommandations que l'on a. Des pays comme la France ont déjà légiféré sur la chose et interdisent les bornes de rechargement au sous-sol. Ils ne les acceptent qu'au rez-de-chaussée et au premier étage. Il existe, oui, j'ai oublié d'en parler, mais les conditions imposées par les pompiers varient selon les zones de secours. Alors, dans la réalité, très peu d'institutions demandent l'avis des pompiers parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est une aggravation du risque et que, en fait, par rapport à leur permis unique d'exploiter l'environnement, ce serait bon quand même qu'ils se mettent en ordre. Donc, les pompiers ne sont pas toujours avertis. Mais ce n'est pas la bonne manière de faire. C'est bien de les intéresser au projet qui se rendent compte de l'endroit où vous voulez le mettre, voir si ça leur convient pour venir intervenir, comment est-ce qu'ils pourraient intervenir. C'est bien de les intéresser. Alors, de votre côté, il faut absolument avoir le réflexe de réaliser une analyse des risques. Pas dire, tiens, je vais les mettre là, et puis après, on se rend compte que ça induit d'autres problèmes. Ça doit être regardé dans sa globalité avant de les installer. Il y a plusieurs types de modes de rechargement. On va vite les baliser. Il y a le mode 1, recharge via prise normale, mais vous verrez que sur la prise, ici au milieu, il n'y a pas un petit boîtier électronique intelligent. Donc ça, c'est non utilisable pour les voitures. Le mode 2, c'est le câble que tout le monde reçoit avec son véhicule plug-in hybride ou véhicule électrique pour faire des chargements à domicile sur n'importe quelle prise de courant.
Le mode 3, c'est les modes semi-publics, ou même on peut les mettre également à domicile. On est toujours avec des courants alternatifs. Et ça, vous avez dans ce type de borne une intelligence électronique qui parle avec l'intelligence électronique du véhicule. Donc, c'est plus sécurisant que de travailler avec le câble. Surtout que le câble, ben, on n'est pas toujours précautionneux, on le remise, on le plie, on peut le croquer, enfin voilà. C'est toujours plus sécurisant d'avoir l'électronique dans la borne qui va pouvoir se rendre compte qu'il y a un problème dans le passage du courant et arrêter directement la recharge. Le mode 4, c'est les bornes rapides qui sont, elles, interdites d'être placées à l'intérieur d'un bâtiment, aussi bien par les pompiers ici en Belgique que par ETIAS. Nous, on n'accepte pas ce genre de recherche rapide à l'intérieur. La législation française non plus. Je vais vous expliquer simplement pourquoi. C'est parce que sur un laps de temps tellement court, on passe tellement d'énergie que l'élévation de température dans les cellules à batterie sont très, très importantes et beaucoup plus importantes. Donc, si votre batterie a subi un léger dommage, un léger choc lors de ce type de recherche, ben, la probabilité d'avoir la réaction chimique interne et l'emballement thermique est beaucoup plus important que de l'avoir lorsqu'on fait une charge lente à basse intensité. Ici, ben, l'emballement thermique est également possible avec des batteries de vélo. Vous voyez la photo ici de gauche, vous verrez toutes les petites cellules qui sont sorties de l'élément qui a brûlé. Ici, c'est un séquoia. Je vais vous montrer des petites vidéos que vous avez peut-être déjà vues. Ici, avant qu'elle ne démarre, c'est une trottinette électrique qui est en charge dans un appartement. Vous allez voir le dégagement du panache de fumée blanche et puis l'explosion. Si elle veut bien démarrer. Donc, vous voyez la fumée blanche. La personne a entendu un bruit. Bonne réaction, elle va couper le courant. Et là, bonne réaction. À l'intérieur. Ici, c'est un vélo électrique dans un bureau. Quelqu'un se dit, bah oui, j'ai peur qu'on me vole mon vélo électrique, je veux le recharger pour rentrer chez moi. Voilà. Vous voyez, c'est assez surprenant. Et à chaque fois, vous avez la flamme qui sort, bah, c'est une cellule qui explose et avec sa combustion. Ici, c'est de nouveau un vélo électrique. Bah, dans un couloir d'immeuble où tout est en béton, donc et il n'y a pas trop de charge calorifique autour, donc on est dans une situation plus ou moins sécure, mais c'est quand même pas à faire de recharger comme ça dans les cages d'escalier de secours. Je vais lancer la... Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas démarrer. Enfin, c'est pas très grave. On a déjà vu un vélo qui avait un départ d'incendie, mais c'est le même principe. Ce qu'il y avait sur cette vidéo-là, c'est qu'on voit une personne qui vient sur un vélo intervenir avec un extracteur au CO2. Pourquoi du CO2? Parce que ça refroidit très fort. Le compartiment batterie d'un vélo étant plus petit, le panache de fumée étant moindre, on peut éventuellement tenter d'éteindre ce type de batterie. Donc, la prévention pour tout ce qui est batterie de moyenne mobilité douce, ben, il faut veiller à la qualité de la batterie. Vous, en tant qu'employeur, c'est compliqué de savoir vérifier ça parce que les personnes achètent chacun leur engin de leur côté, donc on n'a pas de contrôle là-dessus. Il est primordial de ne jamais charger au bureau. Par là même, dans votre propre habitation, vous devez ne pas charger ça dans le salon, ne surtout jamais charger de nuit sans contrôle et sans présence, ne pas charger à proximité d'un stockage inflammable. Quand on dit stockage inflammable, c'est du carton, du textile, des meubles, du bois, enfin voilà. L'installation électrique adaptée, pas de multiprise, pas d'allonge bricolée, pas déposer l'élément batterie. Si je prends ma batterie de vélo avec et que je me dis, tiens, je vais la déposer sur mon siège de bureau et je la recharge pendant mon temps de midi, c'est pas bon. Et il faut
être à une distance suffisante les uns des autres. S'il y a plusieurs batteries en charge, on les éloigne l'une des autres. Parce que si une a un problème, il ne faut pas que la chaleur dégagée engendre le problème sur l'autre. Donc, quand le risque est le plus possible, enfin, quand ça peut se produire de manière la plus fréquente, c'est lors du premier chargement, après plusieurs mois d'inactivité. Donc, on a une décharge profonde et lors de températures négatives. Je m'explique. En hiver, si vous ne sortez pas avec votre vélo électrique, il faut, pendant l'hiver, quand même recharger votre batterie. Ce n'est pas bon de l'abandonner, de ne pas la laisser en charge. C'est pour ça qu'il faut lui redonner, la maintenir toujours en charge pour éviter d'avoir cette décharge profonde. Alors, en cas de problème, il n'y a pas de 36 solutions. Si vous remarquez que ça ne recharge pas bien, qu'il y a un échauffement du chargeur ou au niveau de la batterie, on retourne chez son vendeur, présenter la batterie et le chargeur et voir s'il ne faut pas le remplacer. Alors, il y a un point que je voulais dire aussi tout simplement, si vous manutentionnez cette batterie de vélo électrique, vous la prenez en main, vous parlez avec votre collègue, boum, elle glisse hors de vos mains, elle tombe par terre, elle a subi un choc. Donc, elle est susceptible, lors du prochain rechargement ou même directement, d'avoir l'emballement thermique qui se manifeste. Donc, il faut avoir une grande prudence si vous savez qu'elle a subi un choc. Vous faites une chute à vélo, vous ne savez pas si votre batterie est endommagée. Il faut aussi aller la faire vérifier. Ici, c'est au niveau de tous les engins électroportatifs. La prévention, elle est comparable au vélo. Je vais vous montrer quelques photos. Ici, ça, c'est dans des ateliers où on retrouve toutes les batteries qui sont placées. On pourrait faire mieux. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ici, derrière, il y a un panneau en bois. Les étagères sont en bois. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est d'être sur des matériaux non combustibles. Donc, des matériaux tels que la pierre, le métal, des plaques de plâtre. Vous voyez ici qu'il y a du bois. Les étagères sont en bois. Tout ça est à éviter. Pour la charge de ces batteries qui sont de plus en plus présentes dans notre vie, il existe des armoires spécifiques coupe-feu conçues à cet effet, même avec détecteur incendie, où vous pouvez organiser ce genre de charge en toute sécurité et où vous ne perdrez pas votre patrimoine. Il existe également j'en oublie l'élément, le nom, les box ici, où vous voyez que, parce que c'est un peu ça, les membres du personnel n'aiment pas de laisser leur batterie dans le local vélo parce qu'on peut les voler maintenant, même s'il y a des clés dessus, ainsi de suite, ou le recharger n'importe où. Donc, il existe les casiers, voilà, prévus à cet effet, avec même les prises de courant. Et tout se fait alors en sécurité. Chaque batterie est bien isolée les unes des autres. Donc, tout ça existe maintenant sur le marché. Il existe également des détections de gaz qui détectent le gaz inflammable qui sort de la batterie. Donc, les premiers panaches qui voudraient commencer à sortir, les premiers effluents de gaz inflammable peuvent être détectés. Et alors, on peut être alerté et pouvoir isoler la batterie directement et avoir une réaction précoce. Ça, c'est déjà mis en œuvre si vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous et que vous avez des racks de batterie ou dans votre institution, ces locaux-là peuvent être équipés de ce genre de détection qui vont, elles, détecter précocement un problème de la batterie avant l'emballement thermique. Donc, on sait sortir les batteries ou intervenir et éviter le sinistre. Donc, notre service prévention a établi divers documents avec nos recommandations qui sont une aide claire pour vous pour faire l'analyse des risques. Ce que est vraiment le réflexe à avoir, c'est avant l'implantation de ce genre de point de recharge, il faut faire une analyse des risques. Vous voyez ici un peu sous quelle forme elle se présente. Donc, c'est un document Excel. Tous ces documents sont à votre disposition. Donc, sur simple demande, ils abordent quoi? Il y a un document spécifique pour recharger des voitures dans les parkings et en plein air, recharger des voitures dans les immeubles à appartements. Pourquoi? Parce que dans un immeuble à appartement, c'est encore une autre conception. La personne est propriétaire d'un emplacement de parking bien défini, bien spécifique. Donc, les règles qu'on applique dans des parkings publics ou d'institutions sont différentes parce que là, on peut dire on met les véhicules électriques à tel endroit et pas à l'autre. Mais dans un bâtiment, un immeuble d'appartement, en copropriété, ce n'est pas possible. Donc, il y a un document
pour la recharge des vélos à l'intérieur et à l'extérieur. Quand on dit vélo, c'est toute la mobilité douce, et également pour tous les appareils électroniques et électroportatifs. Attention, ces documents sont liés au chargement des véhicules, mais ne sont pas spécifiques au stationnement des véhicules électriques. Si on veut aller plus loin dans l'analyse des risques, mais on ne l'a pas prévu nous, vous pourriez réfléchir de dire, si j'ai 4 niveaux de parking en sous-sol, je vais préférer mettre mes véhicules électriques le plus proche des sorties. Donc, je vais dire, les véhicules électriques ne vont pas même stationner sans recharge, même pas au -4, -3. Ça, c'est de l'organisationnel, mais nos documents n'en parlent pas ici. Alors, en conclusion, il est vivement conseillé d'être très vigilant sur l'implantation des zones de chargement et surtout de prendre également l'avis du service prévention des pompiers. Tous nos documents, vous pourrez les obtenir via l'adresse prévention.property@etias.be. On reste également notre service à votre disposition pour vous conseiller. Vous pouvez nous présenter vos projets d'implantation de bornes si vous avez encore des questions malgré les documents qu'on a établis. Et une chose que j'ai insisté aussi, mais qui n'était pas vraiment, enfin la présentation n'était pas axée là-dessus, c'est assurer d'abord votre propre sécurité avant toute intervention. Et il ne faut pas perdre de vue que les conséquences d'un feu de véhicule électrique sont plus graves que pour un véhicule conventionnel vu la difficulté à stopper le phénomène d'emballement thermique. Je vais juste finir par ça pour que vous compreniez bien, parce que je ne l'ai pas dit une seule fois pendant la présentation. Normalement, un incendie, c'est basé sur le triangle du feu, où on a un combustible, donc qui est l'élément qui brûle. Le comburant, c'est l'oxygène et la source d'inflammation. Avec, vu que on est sur base d'une réaction chimique, on peut couper une des 3 branches du triangle du feu, donc on stoppe la source d'inflammation, la flamme, on l'éteint, ça n'arrête pas la réaction chimique. C'est pour ça qu'il faut absolument refroidir très longtemps pour empêcher que les autres cellules continuent à avoir cette réaction chimique. Je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition pour répondre à vos questions.